La Côte d'Ivoire, en fait, on était sur une dette limite de 2000 milliards. Hein. Effectivement. Voilà, de 2000 milliards. Donc, vous imaginez, 2000 milliards, c'est le budget d'un État à l'année. Hein, les petits États, là, les budgets là, à l'année. Donc, ça veut dire que la Côte d'Ivoire s'est retrouvée quasiment sans dette. Et puis, regardez aujourd'hui le niveau de la dette. Et puis, regardez maintenant, qu'est-ce qui a été fait avec la dette. On va vous dire qu'on a des échangeurs, on a des ponts, on a quoi d'autre? Le courant. Ça facilite. Mais ça nous crée des richesses. Non, faut qu'on se dise la vérité. On a quoi? On a les ponts, les échangeurs, la route. Ils vont vous dire qu'on a fait des routes. La Côte d'Ivoire est complètement électrifiée. Hein? En 15 ans. Hein? Il a construit des universités aussi. Hein? On a des universités. On a quoi d'autre? Des hôpitaux. La canne. Il y a la canne, il y a les hôpitaux. Ça a été financé par les choses. Hein? Ah, c'est qu'il y a ce qu'on a. À San Pedro aussi. Il y a les logements sociaux aussi. Il y a les logements sociaux parce qu'ils ont parlé. Il y a les logements sociaux, d'accord. Il ne faut pas nous provoquer, hein. Pardon, pas nous provoquer. Hein. Non. Non, mais les RDN nous en parlent. Ils disent qu'il y a des logements sociaux. Non, vous voyez. Les Libanais qui sont venus dire que moi, j'ai été à Bégerville. Bégerville, le projet de logements sociaux, c'était un projet que les gens ont construit pour faire louer les maisons. Ils sont partis imposer à l'entreprise de leur donner le coin, ils vont donner l'argent. Et ils sont venus faire la publicité. Au final, en début, ils disent qu'il y a les hôpitaux aussi. Les hôpitaux. Ils ont envoyé l'un des généraux. Ne parlez pas des logements sociaux. Le général a souscrit. Il a souscrit qu'il était RDN. Le général en 2011 a souscrit qu'il était RDN. Ils ont envoyé son argent. Non, moi, j'étais à la banque. Moi, l'État de droit va venir en Côte d'Ivoire. Moi, l'État va me attendez, d'accord, attendez. Même l'hôpital de mon village. L'hôpital de mon village qu'ils ont mis dans leur truc d'hôpital qu'ils ont construit. Moi, on a un doyen dévancier qui a obtenu le projet via son association. Ils sont venus construire notre hôpital. On a cotisé dans le village pour équiper l'hôpital. Ils mettent ça dans leur truc, dans les hôpitaux qu'ils ont construits. Parce qu'ils ont envoyé ça à une femme là-bas. Mais ils ont construit, mais ils n'ont pas construit. Ils ont construit ça. C'est ce qu'ils font, on vous dit depuis. On vous dit que même quand ils sont réhabilités une école là, ils prennent, ils mettent les dents. Même quand ils sont modifiés un petit réglé quelques creux là, ils mettent les dents. Et c'est sérieux ça. C'est pourquoi Moussa dit qu'on ne fait pas d'investigation. On ne vérifie même pas les choses même en Côte d'Ivoire ici. C'est ça. C'est ça. Et donc, faites le test, prenez juste de 2011 à 2025. Tout ce que vous avez cité là. Et puis regardez la dette. Vous regardez, vous faites espèce, vous regardez la dette. Aujourd'hui, je crois on a 28 000, presque 30 000 milliards. D'accord? De 2000 milliards, de 2011. D'accord? Vous regardez le coût de la dette maintenant. Et vous comparez ce qui a été réalisé en Côte d'Ivoire. Vous allez voir. Si vraiment, on a vraiment rebondi. C'est pour ça que je dis, un pays pour travailler efficacement n'a pas forcément besoin d'avoir un gros budget. Parce que c'est pas le fait d'avoir un gros budget. Hein. Tu peux avoir un budget de 30 000 milliards à l'année. Mais qu'est-ce que tu fais de ce budget? C'est ça la question. Et celui qui a un budget de 3 000 milliards, s'il est efficace dans l'exécution de son budget, tu vas plus voir les œuvres de son budget sur les populations agir que celui qui a 30 000 milliards mais qui ne fait rien. On ne sait pas où l'argent part. Il faut faire attention. Je peux avoir 100 francs. Toi, tu as un billet de 1000 francs. Mais moi, mes 100 francs là, je sais qu'avec mes 100 francs là, j'achète 2 tomates. Je vais en fait planter les 2 tomates, les graines de tomates là, je vais planter pour gagner plusieurs plants de tomates. Toi, tu as 1000 francs, tu vas l'acheter une boîte de tomates concentrées. Entre toi et moi, qui est intelligent? C'est ça en fait. C'est ça en fait. Il faut expliquer aussi aux citoyens lambda que le budget est fait aussi, est constitué d'une partie en déficit, c'est-à-dire à crédit. Parce que oui, ça je sais, ça je sais. Parce que c'est tout, c'est ton... Non, je parle, toi tu le sais, mais c'est pas tout le monde qui le sait. Parce qu'on entend budget, les gens pensent que, dans la Côte d'Ivoire, tout cet argent-là, non, voilà. Il y a une partie qui provient des fonds propres. Mais c'est ce que les gars là disent à la télé puis sur Internet. Il y a une partie qui provient des eurobonds. L'État émet des obligations sur les marchés internationaux. On nous donne l'argent, puis on prend pour aller créer Sénat, la fameuse condition de 2016. Moi, votre condition de 2016, vous êtes allé créer Sénat et autres là. Moi, mon premier, votre condition là, c'est Sénat, vous avez créé là. Ça ne sert à rien, ça appauvrit les gens, les dépenses publiques qui ont augmenté. Donc, pour finir, la Côte d'Ivoire devait être très, très, très avancée.
si on avait de bons gestionnaires, ça je vous le dis, hein, la Côte d'Ivoire devait être très très avancée. Notre vrai problème, la corruption, opacité, on ne vérifie pas derrière. Quand on dit on va faire quelque chose là, on ne vérifie pas. Et puis aussi les contrats de gré à gré. Parce que le truc du métro là, c'est une bêtise. C'est une grosse bêtise. Tu ne peux pas donner ton marché à quelqu'un. Tu peux même faire un consortium où tu vas même mettre des entreprises ivoiriennes qui vont aussi contribuer pour apprendre derrière. Et puis, quand tu finis l'œuvre là, tu mets aussi des entreprises ivoiriennes en sous-traitance avec les Blancs parce que tu t'es dit, dans 5 ans, les Blancs vont devoir partir, les Ivoiriens vont reprendre ça derrière pour pouvoir encore ouvrir d'autres lignes de métro. Mais quand tu donnes toute la technologie aux Blancs, mais tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Allez regarder, vous allez voir. J'ai dit, c'est que des entreprises françaises. C'est un manque de, excusez-moi, c'est un manque de volonté politique. C'est ce que la Chine a fait. Quand la Chine devait faire des... Attends, je te félicite pour ça. C'est ça. Parce que on s'en pense que c'est une question d'argent ou bien des choses. Non, hein. C'est vraiment une volonté politique. C'est un manque de volonté politique en jeu. Mais pourquoi ce manque? Pourquoi ce manque? Qu'est-ce qui encourage ce manque? C'est ce qu'on dit. En fait, parce que Draman là, écoutez-moi s'il vous plaît. Draman là, c'est un aventurier politique. Il n'est pas venu en Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire avance. Lui, il a trouvé une opportunité, il a saisi, et puis il s'enrichit, et puis demain ils s'en vont. Il n'y a pas de problème. À quoi vous attendez même? Sinon, vous pensez que quelqu'un qui aime la Côte d'Ivoire là, qui veut un lendemain meilleur pour la Côte d'Ivoire, vous êtes sûr qu'il peut mettre la Côte d'Ivoire, dans cet état-là? Dans cet état-là, que la Côte d'Ivoire, les enfants se regardent en chien de faïence, qu'il n'y a même pas d'horizon, de quiétude dégagée à l'horizon? Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Mais lui, il s'en fout de ça. Le président Gbagbo, là, ce sont des personnes qui ont pris les armes contre lui. Ou bien, mais pour la réconciliation, pour le bien-être de la Côte d'Ivoire, là, il a fait des concessions. Mais Draman fait quelle concession en est là? Il bombe toujours ses muscles, non? Parce qu'il s'en fout éperdument. Si ça avait gâté la Snaka, c'est gâté, c'est pas son problème. Que la Côte d'Ivoire crève, que les Ivoiriens soient divisés, soient en lambeaux, soient vraiment dépecés. C'est-à-dire, quand on soit en miettes, vraiment séparés même là. Lui, il s'en fout de ça. Tant que lui, ses revenus là, il les obtient là, dans la corruption, dans l'endettement et autres là, dans le pillage systématique du pays là. Mais circuler, il n'y a rien sur le tropique. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Général, excusez-moi, j'aimerais aussi pouvoir entendre M. Cheki parce il disait des choses dans les commentaires. Il disait que ce qu'on disait n'était pas vrai. Non, mais tu avais posé une question de ça, notamment. Voilà, il a posé une question de ça. Tu as continué dans la motion. Voilà, mais attends, si tu poses une question de ça, attends, M. Cheki va parler aussi, frère. Voilà, laisse Cheki va parler et puis après, on va revenir à ta question. Parce qu'il est en train de dire que dans les commentaires, ce qu'on disait, c'était pas vrai. Donc, j'aimerais aussi qu'il puisse se justifier. C'est parce qu'il a dit quelque chose là-bas et toi, tu veux qu'il parle. Oh non, c'est pas vrai. Monsieur Cheki, on peut vous écouter, s'il vous plaît. Je vous envoie le micro si vous avez un problème avec le micro. Non, c'est correct. Bonsoir, pardon. Je répondais juste dans les commentaires parce que je n'étais pas d'accord avec certaines approches de Insan. Mais je souhaiterais que pour que le débat soit un peu équilibré, qu'on comprenne d'avance que en termes de gestion d'un pays, chaque leader qui est élu essaie de développer sa politique. Et maintenant, on peut critiquer sa politique, on peut critiquer son approche. Et c'est justement pour ça qu'il y a des campagnes avant d'accéder au pouvoir. Et l'approche de ne pas utiliser l'endettement pour essayer de créer de la richesse et puis de faire avancer son pays, il y a des gouvernements qui les utilisent et puis aussi il y a des candidats aussi qui sont pour cette approche-là. Par contre, il y a d'autres qui ne sont pas pour. Donc, c'est deux écoles qui sont très différentes et chacun fait ce qu'il veut, ou mais ce qui lui semble bon, ou mais ce qui est l'approche qui est meilleure, qui est productive pour lui. Donc, on pourra débattre jusqu'au matin. D'autres seront pour l'endettement. D'autres diront que s'endetter, là, ce n'est pas la bonne idée. Dans tous les cas, c'est un débat de contradiction. Maintenant, là où... Est-ce que Alassane était pour l'endettement? Au regard de son discours qu'il a tenu pendant certains événements, il était pour l'endettement? Pas d'endettement même. Ben, laisse, quand je me laisse.
on a demandé, parce qu'il dit chacun sa ligne politique. Est-ce que Alassane Ouattara, avant de venir au pouvoir, il était d'accord avec l'endettement? Monsieur Cheikh. Deux phrases, on doit m'interrompre, c'est difficile, ça coupe mon élan. Effectivement, permettez à Monsieur Cheikh, parce que c'est moi qui lui ai envoyé l'invitation pour qu'il monte, dans la mesure où il n'est pas d'accord. Moi, j'aimerais qu'il situe ou qu'il nous dise réellement sur quoi il n'est pas d'accord. Ce qu'il est en train de dire, c'est pas quelque chose qu'on ne sait pas. Donc, qu'il nous dise ce qu'on ne sait pas au moins. Oui, mais j'étais en train d'en venir à ça et puis il m'a coupé en route. Quand c'est comme ça, je perds mon élan. Mais je réponds rapidement. Je pense que M. Ouattara, avant d'arriver en Côte d'Ivoire, il est issu du FMI. Et je pense que le FMI, c'est une institution qui fait un prêt. Donc, pour quelqu'un qui, dans sa carrière, serait contre les dettes, je ne vois pas l'avantage pour cette personne-là d'occuper des hautes fonctions d'un institut qui est basé sur les prêts et dettes. C'est comme ça que moi, je vois. Maintenant, après, il y a les discours politiques. Le discours politique, là, ça n'engage que la perception de ceux qui écoutent. Donc, si tu veux te baser sur les discours politiques pour déduire que la personne ne serait pas pour l'endettement, ça, je te laisse le choix de cette pensée-là. Maintenant, ce que j'étais en train de dire à Instant, il se plaignait que le budget, il est déficitaire et c'est pas normal. Et moi, je suis pas d'accord avec cette approche parce que pour moi, un budget peut être déficitaire. Et dans la plupart des cas, si on se base sur la zone économique de la Côte d'Ivoire, qu'est l'UEMOA, parce que moi, j'étais en bas, et je pense que les exemples que vous prenez là sont loin. Tu peux pas prendre la Côte d'Ivoire et essayer de la comparer aux États-Unis, à la France ou à d'autres pays parce que on n'est même pas dans la même zone économique. Donc, on a des réalités différentes. Si on prend dans la zone économique où on se trouve qui est l'UEMOA, le déficit budgétaire, c'est quelque chose qui est commun pratiquement aux 8 États de l'UEMOA. Maintenant, tu peux peut-être le critiquer, mais c'est quelque chose qui arrive réellement. Et généralement, même quand on n'est pas en déficit budgétaire, souvent d'autres économistes te diront que cette approche-là n'est pas bonne parce que quand tu n'es pas en déficit budgétaire, ça suppose que tu as fait tout ce dont ta population a besoin. Alors que dans nos pays, là, je ne pense pas qu'avec tous les problèmes qu'on a, on puisse faire tout ce que la population a besoin. Et puis, mais dans la mesure où M. Ouattara est la solution, on a le droit quand même de vouloir des résultats, puisque c'était la solution vantée. C'était une solution. Maman Bardo, il faut le laisser terminer. Hein? Parce que ce qu'il dit là, c'est intéressant. Et puis ensuite, on va en causer avec lui. Je suis d'accord que vous aurez besoin de résultats, mais il y a des résultats. C'est juste maintenant, ça dépend de comment on interprète les résultats. Et puis de deux, moi, je ne suis pas contre la critique. Je suis pour la critique, mais c'est juste aussi que je dis aussi que ces critiques-là peuvent avoir des limites. Je ne suis pas en train de dire que vous n'avez pas besoin de résultats. Je suis en train de dire qu'il y a eu des résultats. Maintenant, on peut discuter si vous voulez dire que ces résultats-là, pour vous, ne sont pas probant, il y a pas de problème. Mais pour nous autres, on pense que de là où on vient et puis de ce qu'on vise, on pense que les résultats là sont quand même promoteurs. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, sans donner les exemples des pays de l'AES, sinon de l'UEMOA aussi, ils pensent que parce que les budgets sont petits en termes de chiffres, ils trouvent ça réaliste. Mais même avec ce petit en termes de chiffres et puis de réalisme, ils ont quand même des déficits budgétaires aussi. Parce que autant la Côte d'Ivoire emprunte sur le marché de la sous-région ou même sur le marché de l'UEMOA, autant ces pays-là empruntent. Et puis, généralement, quand ils font le bilan, comme on le dit là, le bilan annuel, là, ils sont tout aussi déficitaires que la Côte d'Ivoire. Donc, chaque pays a ses réalités et puis chaque pays décide en fonction de ses gains, de la production de ses richesses, du budget qu'il veut pour son développement. Donc, on ne peut pas ici dire que parce que la Côte d'Ivoire décide d'avoir 17 000 milliards, mais ce budget-là passe à l'Assemblée nationale. S'il est problématique ou bien s'il est surréaliste, pourquoi est-ce que les députés de l'opposition qui sont à l'Assemblée nationale le votent à tout moment? C'est après une séance de questions, de compréhension que le budget y passe. Donc, c'est bon de critiquer, mais accepter aussi qu'il y a eu de bonnes choses et qu'on a aussi su de bonnes voies. Maintenant, quand on parle des projets de métro et autres, avant de parler de surfacturation, moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de surfacturation, mais qu'il n'y a pas eu de surtaxe. Parce que là où il y a les hommes,
il peut avoir un problème de gestion en termes d'argent. Mais ce qu'il faut comprendre en termes de gestion de projet, les coûts peuvent fluctuer dans un projet d'un moment à l'autre. Et même quand le projet est conçu, on tient compte du fait que ces coûts-là peuvent fluctuer, on tient compte du fait que dans l'exécution d'un projet, on peut être amené à élargir le budget. C'est des choses qui se font et ça se fait généralement dans les plus grands projets. Dans les projets trop structurants, des projets qui demandent assez d'investissement, au fur et à mesure qu'on avance dans le projet, on se rend compte qu'il peut y avoir et on peut aller au-delà du prix initial. Maintenant, jusqu'à quel prix? Souvent, il y a des balises qui sont fixées. Souvent, ça peut être moins de 50%. Et puis, quand ça dit qu'il n'y a pas de structure en Côte d'Ivoire qui surveille ce type d'attribution de marché ou même d'augmentation du coût d'un projet, là, moi, je m'inscris en faux. Parce qu'il y a des structures, il y a des autorités de régulation qui regardent les contrats. Et récemment, il y a la Cour des comptes qui commence à faire un travail intéressant où on peut critiquer certaines choses. Et puis aussi, il faut savoir que quand il y a des dépassements de coûts, l'État n'investit pas directement pour dire oui, comme il y a des dépassements de coûts, on s'en va. Non, souvent ça retarde certains projets parce qu'il y a des discussions, on essaie d'aplanir les angles pour réduire le dépassement. Ça a été le cas du 4e port d'Abidjan parce qu'à un moment donné, avec la Covid et autres, il y a eu des dépassements de coûts et de délais, mais je pense qu'ils ont essayé de discuter puis ils ont aplani les choses. Donc, autant vous critiquez, moi je veux que les critiques soient fondées sur des sources, sur des raisonnements économiques ou bien sur des raisonnements de connaissances générales que sur des spéculations. Donc, je m'arrête là. Mon frère, tu as aidé. Il s'est vendu, hein. Attends. Mon frère, tu as aidé. Quoi, la pertinence? Je suis ivoirien, c'est tout. Non, je te demande, tu as aidé. Je suis ivoirien et puis je débat. C'est de quel parti politique? Ben, je sais pas. Comment tu sais pas? C'est un libre penseur. C'est un libre C'est un penseur. libre penseur. Attendez, le frère a dit des choses intéressantes. Bon, son cousin, c'est là, il a parlé. Non, il a dit des choses intéressantes. Donc, mon frère, déjà, première des choses, bon, je dis que le fait que M. Ouattara ait travaillé au FMI, c'est logique qu'il soit d'accord avec l'endettement. C'est ça? Monsieur Cheki, c'est ce que vous avez dit? Monsieur Cheki, votre micro Je est peux fermé. ouvrir mon micro à tout moment. Je pense que c'est ce que j'ai dit. D'accord, ok. Qu'est-ce que vous pensez de M. Ouattara, en fait, qui critiquait, en fait, d'accord, un niveau d'endettement équivaut à 6 000 milliards à l'époque, qui trouvait vertigineux, et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on est quasiment à 30 000 milliards. Pour vous, est-ce que vous pouvez juger de cela une efficacité? Ou vous... Je dis dans mon développement, je dis que quand les politiques tiennent des discours politiques, ça dépend maintenant de ceux qui écoutent et puis qui croient à ça, c'est tout. C'est ce que j'ai dit. Ah, d'accord. D'accord. Donc, pour vous, en fait, M. Ouattara s'adressait en fait à des personnes limites qui n'avaient pas leur tête, qui se sont fait avoir, quoi. C'est ça? C'est ça? C'est pas ce que j'ai dit. Je dis qu'il y a ce qu'on appelle le discours politique. C'est sûr et c'est connu de tout le monde. Maintenant, ce que tu veux me faire dire là, c'est pas ce que j'ai dit. D'accord. Mais bon, le discours politique, c'est quoi? C'est de mentir. Dans le contexte, quoi. C'est à toi de voir ça. Moi, je dis... Non, mais c'est vous-même qui venez de dire le discours politique. Le discours politique, c'est dans quel sens, en fait? C'est dans quel sens? C'est de ruser, d'être un roublard. En fait, je veux comprendre, en fait. Politique là, c'est d'être animé d'une bonne volonté de défendre quelque chose et après d'être rattrapé par la réalité du terrain. C'est pas forcément du mensonge. Merci, monsieur Cheki. Donc, en fait, monsieur Ouattara a été animé d'une bonne volonté quand il parlait des 6 000 milliards de la dette vertigineuse. Aujourd'hui, il se retrouve quasiment à presque 30 000 milliards. Donc, ça veut dire qu'il partait d'une bonne intention, mais il était rattrapé par la réalité. Ça veut dire que monsieur Ouattara n'était pas cet économiste si averti que l'on pensait dans le jeu politique. Donc, il s'est fait avoir par les réalités du moment. Donc, il était comme ceux qui sont dans les tribunes en train de critiquer un but manqué par Didier Drogba, mais quand on les met sur le terrain, ils peuvent même pas mouiller maillot en arrivant au centre du terrain. Merci. Donc, ça... Je pense que même les meilleurs économistes au monde n'avaient pas prévu la Covid.
Ah, mais quel est le lien entre la Covid et l'économie? Non, mais le lien... Attendez. Je Quel te est le donne un lien exemple. entre la... Oui, Quel je est te le donne lien un direct? exemple. Je te donne un exemple précis parce que Oui. si je pars de ton postulat, tu dis que tu supposes qu'il n'était pas l'économiste aguerri pour prévoir ce qui allait se passer. J'aurais pu te dire la crise de 2011, même étant un président aguerri, il n'avait pas prévu qu'il y a une réalité sur laquelle il faut tenir compte. Mais je n'ai pas pris l'exemple de la crise parce que ça va nous renvoyer dans un autre débat. Donc, c'est pourquoi je te dis, tu peux être un économiste. C'est ce qu'on appelle les estimés et les prévisions. Et les prévisions, là, souvent, il y a des contingences externes ou bien surnaturelles qui peuvent arriver et puis ça va chambouler le tout. Donc, c'est pas parce qu'on est un expert en économie qu'on prévoit un taux de croissance peut-être de 10% et que s'il y a un déluge ou bien une catastrophe naturelle et qu'on se retrouve dans un chiffre plus bas, qu'on dira que cette personne-là n'a pas fait un bon estimé. C'était la réponse à ton postulat. Ok. Bon, votre réponse à mon postulat, elle est, excusez-moi, elle est toute fausse. Parce que souvent, en fait, moi, il y a un truc qui me fait rire dans le narratif des gens qui soutiennent M. Ouattara. Ils disent toujours, il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Vous savez que la guerre, là, ça engendrait quoi en Côte d'Ivoire? Il fallait reconstruire le pays. Mais le pays même était détruit à quelle hauteur? Parce que c'est ça, en fait, là. Quand vous dites le pays était détruit à quelle hauteur? Quel tour administratif au plateau a été rasé en Côte d'Ivoire? Montrez-moi. En fait, quand vous parlez là, en fait, on a l'impression que vous parlez à des enfants. En 2012, j'ai dit la dette de la Côte d'Ivoire est passée à 2000 milliards. C'est-à-dire ils ont épuré la dette de la Côte d'Ivoire. Et tous les voyants étaient ouverts. Tous ceux qui prêtaient à la Côte d'Ivoire étaient prêts à venir sur le marché ivoirien. Parce que leur gars était là, Ouattara. Donc, ne venez pas nous dire... En fait, ça des enfants qu'on peut dire ça. Et en économie, là, je vais vous dire, monsieur, quelque chose de très important. Vous avez pris le cas de la Covid. En économie, il y a ce qu'on appelle les prévisions. L'économie, là, on met un point d'interrogation. Même les économistes, là, chaque année, ils mettent un point d'interrogation pour prévoir sur l'imprévu. Un économiste, il anticipe. Il ne se fait pas surprendre. Sinon, tu es un gawa, comme on dit en aussi. L'économiste, là, lui, souvent, lui dit, qu'est-ce que vous estimez, même s'il ne sait pas, qu'est-ce que vous estimez dans 5 ans? Qu'est-ce que vous estimez dans 4 ans? Il va regarder des facteurs tels que la santé, la technologie et autres, la guerre. Il va dire voici. On permet ces économistes-là viennent. Et M. Ouattara, il travaille au FMI. Donc, il est bien placé. Maintenant, je dis, quand on fait un rapport estimé en 2011, parce que la dette a été, en fait, là, le point d'achèvement PPTE a été voté, a été du moins acquis en 2012. Ils ont baissé notre dette là de 4 000, presque 5 000, on est passé à 2 000 milliards. Vous regardez maintenant, on est à près de 30 000 milliards. Qu'est-ce qui a été concrètement réalisé en Côte d'Ivoire? C'est là, c'est intéressant. Maintenant, vous venez nous dire, non, il y a des organes de régulation des temps. Montrez-moi, citez-moi combien d'organes de régulation en Côte d'Ivoire on peut mettre les gens, on peut enfermer les gens. La Cour des comptes, bien, la Cour des comptes, elle communique, mais la Cour des comptes ne poursuit pas. La Cour des comptes, là, elle vient communique. Ah, il y a des irrégularités là-bas, mais elle ne poursuit pas. Donc, le vrai problème en Côte d'Ivoire, c'est une affaire d'exécution. Et on est dans un pays qui est hyper corrompu. La Côte d'Ivoire, c'est le démon même ivoirien, même c'est la corruption. Et la corruption, en Côte d'Ivoire, a atteint un niveau exponentiel. Parce que, sur les précédents régimes là, Ouattara critiquait. Ah oui, les gens sont corrompus, les gens font ça, les gens font tant. Mais maintenant là, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Epiphane Zorobi Balo. Hein. Il est avec Ouattara. 1200 milliards. Mais 1200 milliards, là, ça représente souvent plus de la moitié du budget des pays de l'AES. Maintenant, je vais aller sur un autre point. Vous dites que les pays, par exemple, qui sont à côté là, sont en déficit. Je suis d'accord avec vous. Je vous le concède. Mais allez regarder la réduction de leur déficit. Un pays comme le Niger, là, ils étaient à 4,5%. Je crois il y a 1 an et demi, 2 ans. Ils sont quasiment à 3%. Leur budget d'État, le budget d'État, là, c'est 3 000 milliards. Faites la différence, faites le ratio en, d'accord, un déficit de 3% sur un budget de 3 000 milliards et faites un ratio entre un déficit de 3% sur un budget de 17 000 ou 15 000 milliards. Vous allez trouver tout court, en fait, le truc. C'est pour ça que je vous dis, le fait d'avoir un gros budget, là, c'est bien beau, mais c'est quoi l'exécution? Qu'est-ce qu'on exécute? Quelle est la répercussion sur l'Ivoirien? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on investit? Comment on ressent cela? C'est de ça. C'est de ça qu'on parle. Toi, tu vas trop loin. Comment un pays... Non, mais comme le frère est très ponctuel technique, en fait, ponctuel technique, quel est le ratio? Oui, mais moi, je ne vais même pas loin. Comment un pays même peut vivre au-dessus de ses moyens? C'est catastrophique.
C'est-à-dire, tu n'arrives même pas à... Mais c'est quoi cette gestion? Tu vis au-dessus de moi, tu es obligé d'emprunter pour boucler ton pour le ratio. Oui, allez-y pour le ratio. Mais tu veux que je laisse si tu finisses? Oui, non, oui, j'ai dit. Oui, frère, faut répondre. Ouais, non, réponds pour le ratio. Concernant le ratio. Il faut répondre. Dans les commentaires. Même le frère, il faut répondre. Je peux? Ouais, Moussa, désolé de te couper, hein. C'est juste parce que Ahmed intervenait. Ce que je veux dire, déjà quand tu parles de ratio, la définition du ratio même fait que l'approche que tu utilises là ne va pas te produire un bon résultat. Parce que quand tu dis que un ratio de 3% appliqué à un déficit de $2000 comparé à un ratio de 3% appliqué à 17 000. C'est pourquoi on parle de ratio. Ici, on utilise le ratio juste parce qu'on sait que les montants ne seront pas égaux en fonction des différents facteurs. Donc, c'est là que le ratio vient. Mais si toi, tu veux prendre ce ratio-là pour faire une comparaison... Les montants ne seront pas égaux, les montants. Voilà. Oui, non, les montants ne seront pas égaux. Mais c'est égal. C'est-à-dire égal, c'est par rapport à ça. Non, ça c'est un lapsus dans le développement. Je ne pense pas que ça soit important dans un débat. En cas avancé, ce que je suis en train de dire, quand on parle de ratio, là, c'est effectivement parce qu'on sait que les montants comparés, là, on n'aura pas les mêmes sommes. C'est pourquoi on prend un autre indicateur. Et cet indicateur-là, c'est ce qui est le ratio. Donc, si tu viens ici, tu me dis que non, la norme de l'UEMOA, là, c'est 3% pour un déficit. Maintenant, on utilise le ratio pour faire le calcul juste parce qu'on sait que dans les différents pays, le montant du budget ne sera pas le même. Donc, si toi, tu critiques par rapport au ratio, tu fais fausse route. Là où tu pourrais dire que le Niger ou bien les autres pays sont meilleurs que nous, c'est si leur ratio était à 2% et le nôtre était à plus de 4%. Là, tu peux dire qu'ils sont en train de faire mieux que nous. Mais du moment où on a le même ratio, ça veut dire que, essentiellement, en termes de comparaison, on est sur pratiquement la même voie que la norme UEMOA recommande. Donc, le ratio vient ici parce qu'on sait que les montants ne seront pas identiques. Donc, tu ne peux pas prendre le ratio pour faire une comparaison tant qu'on a les mêmes chiffres. Est-ce que, je vais te poser une question, tu viens de dire quelque chose. Tu dis, on a les mêmes chiffres. Sur un déficit budgétaire, ça c'est mathématique. 17 000 milliards, il y a un déficit budgétaire de 3% sur 17 000 milliards. Ça te fait combien? En termes d'estimation. Calculer ça, mais c'est que le montant va essentiellement me retrouver à plus de 2000 milliards environ peut-être. Ok, d'accord. 3 000 milliards, il y a un déficit budgétaire de 3%. Tu trouves combien? Je pense qu'on va se retrouver autour de 300 millions peut-être. Ok, quand tu compares les deux là, qui perd le plus? Non, justement, c'est de là que ton erreur vient. Parce qu'on n'a pas les mêmes revenus, on ne peut pas faire la même comparaison en termes de chiffres. Mais c'est pour ça que je t'ai dit, en fait... Mais non, attends. Non, ce que tu dis là, tu dis on ne peut pas faire de comparaison parce qu'on n'a pas les mêmes revenus, c'est ça? Si tu veux qu'on se comprenne mieux là, laisse l'argent et puis appliquons les mêmes ratios sur une classe avec deux effectifs différents. Ça va te permettre de mieux cerner ce que je suis en train de te dire. Mais pourquoi tu veux... Attends. Pourquoi tu veux qu'il laisse l'argent et puis on part sur un effectif avec les mêmes éléments? Avec l'argent, là, tu as du mal à comprendre parce que pour toi, et le fait que l'autre soit... Oui, tu as du mal à comprendre. Comment j'ai du mal à comprendre? Oui, mais on utilise le ratio pour éviter la comparaison que tu es en train de faire. C'est pourquoi non, mais toi, tu vas sur une norme communautaire. Moi, je ne vais pas sur une norme communautaire. Moi, je vais sur, d'accord, une comparaison d'un budget sur une année en termes de gains ou de pertes. Qu'est-ce que l'État... Moi, je ne te parle pas d'une norme communautaire. C'est toi qui allais sur la norme communautaire de, tu qu'on appelle, comment on dit, de lui et moi. Moi, je ne vais pas sur une norme communautaire. Moi, je vais sur le budget respectif de chaque pays. Quel risque on prend d'avoir un budget élevé? C'est ça. Les petits pays, là, ils remboursent... C'est mathématique. Attends, ce qu'on dit là, c'est mathématique, hein, frère. C'est pas la norme communautaire. La norme communautaire est un leurre. D'augmenter notre budget. Justement, c'est parce que... Non, justement, c'est parce que... On sent, écoute-moi. Justement, c'est parce que... Attends, moi, je vais donner un autre exemple, s'il te plaît. Moi, je suis un commerçant. Je vais augmenter mon capital. Je sais que si je prends 1 million, je fais un bénéfice de... Comment on appelle ça?
des 10%. Donc, si je prends 10 millions, j'aurai un bénéfice de 10% sur chaque million. Donc, je vais gagner 10 fois. Alors que j'ai les mêmes jetons là, je peux même prendre le risque parce que je ne paie pas. Tu es d'accord avec moi? Maintenant, un sang maintenant te demande pourquoi je dois employer 10 millions au lieu de 1 million. Oui, il ne me fait pas comprendre. Et ça va créer plus de bénéfices, non? Non, écoute-moi. Mais si je dois prendre crédit encore pour récupérer mon argent là même que j'ai investi. C'est vous qui avez la difficulté avec la compréhension mathématique de ce qu'est un ratio. Je t'explique simplement. Non, je t'explique. Moi, je laisse les termes là même. Non, laisse-moi développer. En français, facile. Je t'explique. Le cas que c'était le montant ici qui était intéressant là. Lui au moins n'allait pas dire que ne dépassez pas 3%. Le 10 ans là, c'est parce qu'ils savent que vous n'aurez pas le même montant. Donc quand toi tu prends l'exemple de montant en tant que tel là, ça ne fonctionne pas. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. C'est ça qu'on appelle un ratio. Quand lui au moins il dit 3%, il ne dit pas un montant, il vous dit 3%. Mon ami, tu avais ton bac cousin. Il dit ça pourquoi? Pour le taux d'endettement, non? Ou bien pourquoi lui au moins dit ça? Déficit budgétaire. Si tu vois qu'ils n'ont pas donné un montant. Il ne faut pas que tu dépasses ça parce que tu vas devoir, ils vont devoir t'emprunter de l'argent. Si c'est trop là, si c'est au-dessus de leurs moyens là, comment ils vont te donner? Donc il faut t'arranger, faut rentrer dans leur contexte. Ou bien si je me fais comprendre. En fait, on doit pas aller au-delà, d'accord, de 3% d'accord du budget, en fait. En gros, tu ne pourras pas garantir. C'est le mois qui garantit, mais on n'a pas tous le même budget. C'est pour ça que quand tu dis que... Maintenant, il s'en dit pourquoi même aller au-delà même de ça même? Pourquoi aller jusqu'à aller dans 3% là même? On gagne quoi dans ça? Parce que lui, s'il parle de lui et moi, mais à condition que le Mali, pour voir si tout le monde est compétitif et efficace là, à condition que le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, eux tous aient le même budget, et puis en fonction de leur gestion, d'accord, si elle va au-delà, d'accord, des 3%, mais on n'a pas le même budget. C'est une norme communautaire. Je sais que tu sais comment une norme communautaire fonctionne. Mais au niveau des pays, chaque pays vote son budget en toute indépendance et gère son budget. Si la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, d'accord, n'a pas de déficit là, vous tous, vous allez crier ici pour dire que Ouattara est fort. Vous allez dire Ouattara est fort, voilà, on n'a pas de déficit. C'est tout bénéfice pour le pays. D'accord? Mais quand on perd, c'est ça le risque aussi d'un budget, quand on vote un budget là. C'est ça le risque du budget. Le budget, d'accord, dans le budget, il y a les ressources internes, dans le budget aussi, d'accord, il y a les emprunts. Mais dans le budget, là, ce qu'on veut là, c'est surtout ce qu'on mobilise, les recettes fiscales et autres, c'est le bénéfice qu'on cherche. Mais quand dans le déficit là, il faut compenser le déficit. C'est qui paye ce déficit? Ce sont les Ivoiriens qui payent ce déficit. Maintenant, quelqu'un qui a un budget, qui vote un budget de 17 000 milliards, et puis il y a un déficit. Quelqu'un qui prend un budget de 3 000 milliards, il y a un déficit. Lequel des déficits est le plus important? C'est celui qui a 17 000 milliards. Ça, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça. C'est là ton erreur. Depuis, je t'explique. Ah, d'accord, ok. Je te pose une question simple. Prends une classe de 25 élèves et puis prends une classe de 10 élèves. Applique un taux d'échec de 3% sur les 3 classes. Numériquement, là, tu vas trouver que là où il y a 25 élèves, là, tu as plus d'élèves qui ont échoué. Mais le rendement des 2 classes est identique. C'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est pourquoi lui au moins n'utilise pas un montant en tant que tel. Il préfère utiliser le ratio. Il dit aux différents États, si vous voulez faire votre prévision budgétaire, là, prévoyez le fait que vous ne soyez pas déficitaire de 3%. Comme ça, ça veut dire que si les 8 États, là, vous avez le même rendement, ça ne doit pas dépasser les 3%. Quand même, mais on ne peut pas avoir le même rendement. Non. Le rendement. On ne peut pas, c'est impossible d'avoir le même rendement. Non, mais attends, la norme, la limite qu'on vous donne là, c'est 3%. La limite qu'on vous donne, c'est 3%. En fait, là, Non, pardon, moi j'ai bien compris. Donc, si on te suit dans ta vision là, ou dans ta conception là, si je comprends bien, les pays là, ils ont le même budget, hein? Ou bien? Ils n'ont pas le même budget, mais ils doivent avoir un ratio qui ne dépasse pas 3%. Le ratio qui ne dépasse pas 3%.
Donc, il Le ne peut pas ratio avoir le qui même pourcentage. Il peut Le pas avoir le ratio même là qui ne pourcentage. dépasse pas les 3% là, c'est juste d'accord pour qualifier la méthode de C'est gestion. ça. Parce que si moi, Est-ce que tu comprends? En fait, c'est un budget, mais tu ne dois pas aller au-delà de cette limite. le problème En vient fait, de c'est un là-bas. indicateur, c'est un indicateur de bonne gestion. Parce que C'est ça un serait trop indicateur, facile. c'est une Ça serait, recommandation. regarde, une ça Tu n'as pas le serait même trop budget, facile. comment tu vas avoir les mêmes Comment moi, je peux me résultats? permettre de prendre 20 milliards et puis toi, tu as te permettre de prendre 10 millions et puis il ne faut pas t'as dépassé tes 20 millions. Non, c'est ça là. Franchement, Faisons un On calcul. va exploser. On va Faisons un exploser. calcul simple. Il suffit d'inventer seulement les budgets et Non, puis on non. va créer. Non, prenons un calcul simple, tu vas me comprendre. Prenons juste 3 pays. Tu prends le Mali, tu prends la Côte d'Ivoire et puis tu prends le Sénégal. Tu prends juste ces 3 Le pays. Mali est toujours dans Ok, les je vais exemples. le Hein. Mali, je prends le Sénégal et puis le Bénin et puis la Côte d'Ivoire. Nous sommes 3 pays. Lui et moi nous dit, si vous faites votre prévision budgétaire là, prévoyez de ne pas dépasser un déficit budgétaire de 3%. D'accord. Jusque-là, on se comprend. Ok. On y va. Les 3% qu'on nous donne là, on nous le donne pour dire que voici, et quel que soit le montant que toi, Ahmed, tu vas utiliser, tu vas mobiliser, arrange-toi pour ne pas que les 3% de ce montant-là soient du crédit. Ça veut dire quoi? Si toi, Ahmed, tu as 10 000 là, faut t'arranger pour ne pas que peut-être, je vais prendre 30%. Faut t'arranger pour que les 7 000 là viennent de toi, mais il faudrait pas que les 3 000 là Les viennent 1500, il faut dire les 1500. Ok, les 1500 viennent de toi. Faudrait pas que. Non, je vais prendre 30%. Ça me permet. Non, laisse-moi Ouais, aller. je dépasse 1500. Non, quoi. je prends un ratio de 30%. Ça va me permettre de bien faire le calcul. Je dis à Moussa, Ahmed et puis KGB, vous 3 là, si vous partez prendre crédit là, arrangez-vous pour ne pas que le déficit de votre crédit là soit de 30%. Maintenant, Ahmed là, lui, en fonction de la société, c'est comme genre, vous 3, vous êtes dans ton team. Mais Ahmed là, lui, son revenu là, c'est 10 000. Donc, on dit à Ahmed que si toi, ton revenu est 10 000 là, faut t'arranger pour ne pas que les 3, tu prennes plus de 3 000 en crédit. Mais si KGB a plus de moyens, sinon a plus de richesse que Ahmed, sachant bien que la Côte d'Ivoire, c'est 40% de lui au mois. Donc, si KGB, lui, sa rentrée là, c'est 30 000 là, on va lui dire, KGB, il faut te débrouiller pour que dans tes 30 000 là, tu puisses payer toi-même peut-être 25 000. Donc, les autres 5 000 ici là vont représenter le 3%. Par exemple, si toi, toi, tu es le big boss, toi, tu gagnes 50 000, on va te dire les 3% des 50 000 là, ça va te générer un montant. Ça ne veut pas dire que parce que Ahmed avait 10 000 et que lui, c'est qu'il n'a pas, il a juste plus 3 000 comme crédit, qu'il est plus efficient que toi. Non. C'est juste parce que vous n'avez pas les mêmes capacités. Donc, le résultat que vous produisez là, c'est ce qui est le ratio. Donc, tu ne peux pas dire parce que tu as appliqué un ratio à X, son montant est plus bas qu'il a été efficient. Non. L'efficience là, c'est lui. Si Ahmed était en deçà de 3%, si Ahmed avait eu 2%, on va dire ici, en termes de résultats du calcul du ratio, si Ahmed avait dit, ah non, ils ont dit 3%, mais moi je vais prendre 2%, moi 1,5%, tu peux dire qu'Ahmed a été meilleur que moi et puis KGB. Maintenant, si moi j'ai su peut-être à 5-6%, et puis Ahmed et puis KGB se sont débrouillés pour être dans les 3%, tu peux dire qu'eux ils sont meilleurs que moi. Donc, c'est comme moi je vais te dire là, si tu veux comparer là, il faut comparer en termes de ratio. Donc, si tu dois prendre ta prise de parole, tu dois dire 3%, 4%, 5%. Mais du moment où tu parles de montant là, tu forces le calcul parce que le montant ici ne représente absolument rien. Il y a une question pour toi. Il y a une question pour toi, Chemki. Il n'a pas fini. Non, il a fini. Explique depuis. Donc, le ratio là, c'est la limite. Le ratio là, il faut voir ça comme la limite à ne pas franchir. Donc, peu importe le montant que quelqu'un utilise comme son budget, si vous tous, vous êtes à 3%, l'autre a utilisé 20 000, l'autre a utilisé 30, l'autre a utilisé 40 là. Le ratio, le résultat final que vous avez, si vous tous vous êtes à 3%, il n'y a pas un qui est plus efficient que l'autre. C'est ce que j'explique en sens. Ça, c'est de la mathématique. Après, quand je vais j'ai eu mon bac. En fait, une motion. Il a fait une motion. Et puis, vous comprenez. En fait, là, ton calcul Bac, c'est propre. Donc, ce que je dis là, je suis convaincu que c'est ça.
Non, en fait, toi, tu dis que ton ratio représente, ton ratio est lié, en fait, au poids représentatif que tu as au sein de l'UEMOA. En fait, tu es en train de dire que, en fait, les États n'ont pas les mêmes réalités. Oui, mais je suis en train de dire que le ratio 3%, là, c'est une norme pour tout le monde. Donc, on ne peut pas avoir le même... Mais le ratio de 3%, attends. Si le ratio de 3% est une norme pour tout le monde, d'accord, on est d'accord, c'est une norme communautaire. C'est une norme communautaire. Ça, tu n'apprends pas quelque chose. Maintenant, tu es en train de dire que le poids économique de chaque pays au sein de l'UEMOA est déterminé par rapport au calcul de son ratio. C'est ce que tu viens de nous dire ici à l'instant. Or, tu viens de nous dire... Il veut dire quoi, Nsan? Qu'est-ce qu'il veut nous dire ici? Il veut nous dire que la réalité, d'accord, la réalité du budget, la réalité budgétaire ivoirienne n'est pas la même par rapport aux autres pays à cause du poids économique, les 40% que la Côte d'Ivoire représente. Non, mais c'est ce que tu nous as démontré tout à l'heure. Non, attendez. Général, calmez-vous. Je dis ça simplement et j'ai dit en une phrase et vous allez vérifier. Supposons qu'une banque dise qu'elle ne donne pas un prêt de plus de 3% aux personnes en fonction de leurs revenus. C'est-à-dire, la banque te dit, moi, en tant que banque A, je ne donne pas de crédit de plus de 3% en fonction du revenu de la personne qui vient prendre la dette. Si toi, Ahmed, tu viens prendre une dette là, il va te donner, si ton revenu c'est 10 000 là, il va te donner les 3% de ces 10 000. Si Nsan vient prendre une dette, que lui, son revenu c'est 45 000 là, en termes de argent net. C'est faux. C'est là-bas qu'on se fait en conjoncture. C'est faux. C'est faux. Ce que tu dis, c'est faux. Il vient de nous édifier là. C'est faux même ce que tu viens de dire. L'exemple que tu viens de donner, c'est faux. Parce que si c'est ça, ça ne colle pas encore. Parce que si moi, Mali là, je peux faire exprès, si Côte d'Ivoire vote un budget, c'est un truc banal, hein, de 17 000 milliards, de 17 000 milliards. Mais pourquoi moi, Mali, je vais me contenter de ça alors que je sais qu'il ne doit pas dépasser 3%. Mais je peux même prendre et puis faire des calculs chez moi là-bas pour dire que non, j'ai un déficit de 3%. Je peux emprunter le même, je peux voter le même budget parce que, puisque ce n'est pas la banque qui donne ça, ce montant-là, le budget-là, ce n'est pas la banque qui vote ça. C'est moi qui regarde mes objectifs, mais comment on appelle ça, mes préoccupations, et puis je vote un budget. J'ai dit, bon, avec mes taxes et autres, mes revenus, tout ça là, je sais que je peux gagner ça là. Donc, j'ai fait des études ou des tes besoins. Ouais, mes besoins. J'ai dit, bon, je peux avoir cet argent. Et puis, je me lance dedans. Mais le Mali peut en faire autant. Il regarde ses revenus miniers et puis autres là, et puis ses taxes et autres. Et puis voilà. Et puis il dit, bon, j'ai fait comme la Côte d'Ivoire aussi. Et puis après, maintenant, même s'il n'utilise pas tout mon argent, sachant que je ne pourrais pas utiliser tout ce budget-là. Mais comme je sais que je peux aller emprunter du sang neuf là-bas quelque part, j'ai fait un rapport, j'ai dit, bon, j'ai un déficit de 3%, ou bien. Je peux faire ça aussi. Pourquoi me contenter de peu alors? Pourquoi je vais laisser la Côte d'Ivoire voter un budget de 17 milliards alors que moi j'ai les mêmes moyens de voter le budget de 17 milliards? Parce que je veux développer mon pays aussi. Donc si l'un n'est pas, si l'autre ne colle pas là, l'autre ne peut pas coller. Donc si tu parles sur la base, parce qu'on a une caution de 40% là-bas, à chose, comment on appelle ça là? Si les autres, qu'on peut se permettre de faire du gros et du n'importe quoi, donc, tu vois que c'est cette logique-là peut-être qui peut coller. Sinon, si c'est pour la norme communautaire, là, ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Donc, dans tous les cas, ce qu'Insan dit là, c'est que nous, on recherche ici là même, ce qui est fondamental ici. Pourquoi même augmenter ou bien voter des budgets alors qu'on sait qu'on va l'emprunter pour venir compléter? Pourquoi? Déjà, on ne produit pas. Et puis, on vit au-dessus de nos moyens. C'est la seule question là. Maintenant, quand on parle des ratios ici, entre parenthèses là, quand on parle des ratios ici, mais effectivement, le déficit là, on est mauvais. On est mauvais. Donc, toi, tu veux dire que c'est parce qu'on a un gros budget que donc, si les autres ils font mieux que nous, c'est parce que c'est à cause de notre budget. Qui est la hauteur de notre budget. C'est ce qu'on ne comprend pas. Parce que quand on m'explique là, moi, je ne vois pas de cohérence dedans. Il y a trop d'ambiguïté dedans et puis il y a trop d'inconnus, quoi. Tu vois? Donc, vraiment, je ne sais pas si quel chemin... Moi, il y a un truc aussi qu'il a dit.
Il y a un truc qu'il a dit. Il a dit que attendez, s'il vous plaît. Il a dit un truc important. Il a dit c'est en fonction de la tête du client, d'accord, qu'on aménage le taux d'emprunt. Ça sort d'où ça? Monsieur Cheki, où vous sortez ça? D'où vous sortez ça? Un établissement bancaire, vous dites que c'est en fonction des revenus du souscripteur, d'accord, qu'on agence le taux pour le prêt. J'ai donné un exemple, je n'ai pas dit que c'est ce qui est la réalité. J'étais en train d'étayer ma thèse, mon argumentaire. En disant quoi? Que c'est ça. Je dis, supposons que une banque, j'ai bien dit, supposons qu'une banque dise que moi, je ne vais donner des prêts à des personnes et ces prêts-là ne doivent pas dépasser 3% de leurs revenus. Donc, les 3% là, peu importe le montant de chaque personne là. Ici, on s'en fout du montant, mais c'est le 3% là qu'on applique. Donc, si quelqu'un a 100 000 euros et qu'on applique les 3%, ça revient à la même chose que si on applique les 3% sur les 10 000 euros de quelqu'un. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Je suis d'accord avec toi là-bas. Non, ce que je veux dire, si tu gagnes 100 millions, si tu gagnes 1 million comme ça et que tu dépenses peu, la banque peut t'emprunter. Mais tu peux gagner 100 millions aussi. Et puis tu dépenses 150 millions, la banque ne va jamais te prêter de l'argent. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Alors, c'est ce qu'il dit là. Si tu vas en profondeur, tu as venu. Ahmed, Ahmed, si tu vas en profondeur, là, tu vas biaiser mon exemple. Mon exemple, c'était simple. C'était de montrer ici comment on applique un ratio. C'était pas de rentrer. Mais le ratio, là, en fait, le ratio, là, hein, tu l'adaptes, en fait, toi, ton ratio, tu le mets dans un contexte précis. Et puis, là, de plus, même, je vérifie, le Mali, le Burkina et autres, là, leur taux de déficitaire, là, même, est plus élevé que la Côte d'Ivoire. C'est à hauteur de combien? C'est à hauteur de combien, après vérification? Il y en a qui sont autour de 3,5, d'autres même dépassent. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est plus élevé que la Côte d'Ivoire, alors. Le ratio de la Côte d'Ivoire, il a combien? Ton intervention, je fais sortir. Non, il faut répondre, il a combien actuellement? Non, je n'ai pas le tableau, je fais sortir le tableau. Ah, ok, d'accord, il faut vérifier. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Quand tu donnes, en fait, tu donnes un ratio dans un contexte d'accord d'emprunt, tu donnes le ratio dans un contexte d'emprunt. Tu ne donnes pas, en fait, d'accord, le ratio dans un certain contexte. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que quand on parle de budget, le budget, il y a deux cas. C'est soit le budget, on est en excédent budgétaire, à la fin, d'accord, du budget, quand tu dis l'efficience du budget, ou on a un déficit budgétaire. Toi, tu associes, en fait, le budget à la norme communautaire des 3%. Et je ne sais pas, en fait, où tu veux en venir. Je dis bien, la norme communautaire des 3% est une indication budgétaire. Est une indication budgétaire en termes de bonne gestion, d'accord, de sa ligne budgétaire. Elle ne donne pas autre chose. En fait, ça ne donne pas autre chose, c'est des indicateurs. Même dans l'Union, même au sein de l'Union européenne aussi, ils ont des indicateurs. D'accord, toutes les normes, toutes les communautés là, elles le font. Les communautés économiques le font. Mais ce n'est qu'une norme budgétaire. Si le Niger fait 4,3, on va dire le Niger était mauvais élève. En termes de gestion de leur budget, ils sont des mauvais élèves parce qu'ils sont au-delà de la norme communautaire. C'est tout. Mais quand ils sont en perte là, dans la construction du budget là, il y a des dettes, il y a des emprunts. Il y a le déficit qu'il faut compenser. C'est le Niger qui va se débrouiller pour rembourser derrière. Pareil pour la Côte d'Ivoire. Maintenant, pour revenir à mon exemple initial, si le budget il est conséquent, l'excédent budgétaire peut être un plus parce que le budget a été conséquent et il s'est répercuté plus positivement. Mais si on est en perte, vu qu'on a pris un gros risque d'avoir aussi un budget conséquent, la perte aussi, elle va se faire ressentir. Bien sûr. Et ça va être... Voilà. Ça là, on n'a pas... C'est pour ça que j'ai dit que c'est même pas une question d'aller dans l'école d'économie. C'est le B à bas. Hein? J'ai une motion pour Shelky, mais qui va pas être dans vos contextes. Hein. Il va déjà carrément laisser ce sujet. C'est le B à bas, en fait, monsieur Cheki. Attends, monsieur Cheki. Ça là, c'est le B à bas. Et le ratio n'est pas un thème... En fait, parce que j'ai l'impression que quand on parle de ratio, vous donnez une certaine spécificité. Le ratio là, hein, le ratio, pour faire simple, le ratio là, en fait, c'est juste une division. Tu prends certains éléments, tu fais ton ratio. Toi-même là, tu peux faire ton ratio même sur ton budget même de la maison.
C'est pas un truc sacré ou quoi. Allez regarder le ratio de la norme communautaire de l'UEMOA, là, vous allez voir. Parce que c'est 3%, 3%, je crois, en dépenses publiques, 3% en déficit et les 70%, en fait. La norme, normalement, ne doit pas aller au-delà des 70%, qui est la norme communautaire des dépenses. Donc, je vois pas ce qu'il y a de trucs. Les ratios, ça se calcule partout. Parce que quand j'entends chez vous ratio, en fait, c'est un truc sacré, c'est un truc... Non! Les ratios, on calcule ça partout. C'est une forme même d'expression même, en fait. En gros, c'est pour voir, en fait, la moyenne. Ah, qui font les affaires. C'est la moyenne même, en fait. Même moi, je peux, même chez moi, dans ma comptabilité, je peux dire, à partir de tel investissement, je fais un ratio des temps. C'est tout. Mais c'est pas un truc sacré, hein. C'est un calcul. Donc, regardez, moi, je suis pas très... J'ai pas fait papier de Ouattara, mais il y a des choses que je comprends. En tout cas, hein. Je fais une motion. Okay. Vous avez une motion, Ahmed. Chalki, vous êtes là? Est-ce qu'il est là? Écoutez, on sent, je suis là. Je viens de vous faire une motion. Alors, vous avez dit tout à l'heure que parce que Alassane Ouattara travaille à l'FMI, donc il est pour les crédits. Bon, Dieu merci, ça a brossé un peu le sujet. C'est pas parce que, au contraire, c'est parce qu'Alassane a travaillé à la FMI et qu'il connaît les conséquences et l'impact négatif des crédits sur les pays africains, qui n'était pas pour. Parce que nous sommes à poser une question fondamentale. Tu as dit que ceux qui écoutent des discours politiques, ça n'engage que ces personnes, celui qui fait le discours l'engage. Mais ça veut dire qu'il n'y a plus de crédibilité au programme de gouvernement d'un leader politique. C'est ce que vous voulez dire par là? Ma première question, et puis je vais poser une deuxième question. C'est ce que vous voulez dire par là? J'ai répondu à la question. Je ne sais pas, je vais répondre combien de fois. On s'en m'a demandé. Je lui ai dit que il a posé la même question que toi dans le même angle. Je lui ai dit que c'est pas ce que je vais dire. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est que tu peux être animé d'une bonne volonté de vouloir faire quelque chose, mais la réalité du terrain va te rattraper. Il m'a dit, donc ça suppose que tu as été un menteur, tu n'as pas pu bien prévoir. Je dis non. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu as été un menteur, mais c'est juste que tu as fait des estimés sans tenir compte peut-être des choses, des facteurs externes qui ne dépendaient pas de toi. Et quand ça arrive, tu es obligé maintenant d'adapter la situation. C'est ça aussi un leader. C'est la capacité aussi de se répondre dans l'environnement dans lequel il se trouve. C'est ce que j'ai dit. Quelle est la réalité qui a rattrapé Alassane Ouattara quand il a cédé au pouvoir? Quelle est la réalité? Quelles sont les réalités qui l'ont rattrapé? Il y a eu plusieurs contingences qui ont fait surface quand il arrive au pouvoir. D'abord, il prend le pouvoir après une crise. Et puis maintenant, après la crise, il se rend peut-être compte que son plan de relance qu'il aurait voulu là n'est pas viable. Qu'est-ce qu'il fait? Il pléniche pas. Il s'adapte à la situation. C'est pourquoi on l'a appelé Magellan. Parce qu'il allait voir des pays pour les appeler à venir investir dans la Côte d'Ivoire. Et quand tu vas voir ces pays pour venir investir là, c'est ce qui crée tout ce que ça a créé là. Maintenant, ce qu'il faut voir, est-ce que ça a eu un impact positif sur le quotidien et puis l'avancement du pays? C'est là qu'on juge la chose. Non, c'est pas la capacité d'adaptation qui est problématique. Ok, on juge ça rapidement. Gbagbo prend le pouvoir. 2 mois après son pouvoir, il est attaqué par des rebelles. Et les rebelles divisent le pays en deux. Ils ont une partie du pays, ils s'érigent en douaniers. Ils font l'import-export. Ils prennent les taxes des douanes à tous ceux qui font l'import, Burkina, Mali, Ghana. Ils prennent tout ça. Et on demande à Gbagbo Laurent de payer tous les rebelles. Tous ceux qui sont dans la rébellion. Joue doucement, c'est pas les rebelles, hein, toi là, je joue doucement. Depuis la rebelle. On va parler du fondamental. C'est pas grave, c'est dans un contexte. Oui. Tu le vois dans son domaine de prédilection, faut faire attention. Ouais, c'est pas grave. Donc, on demande à tous les rebelles, on demande à Gbagbo de payer tous les rebelles. Et tous les fonctionnaires qui ne travaillent pas d'ailleurs, qui ont déserté, qui ont fui la rébellion pour venir à Abidjan. Gbagbo devait les payer tous. Payer les primes d'Alassane Ouattara, payer tous les rebelles, tous ceux qui étaient dans les partis assiégés. Et Gbagbo les paye. En plus qu'il les paye eux tous, Gbagbo, l'historien Gbagbo, il dit l'historien Gbagbo, il arrive à rembourser la dette de gré à gré. Et après avoir remboursé, il arrive à rembourser une partie de la dette. Après avoir remboursé une partie de la dette, le pays est en crise toujours, le pays est divisé. Parce que les rebelles qui sont à la frontière
n'ont pas fait de point financier à Gbagbo jusqu'à ce que Gbagbo quitte le pouvoir. Le pays n'a pas été unifié. Et ceux qui étaient dans les zones assiégées, ils vont témoigner. Les gens prenaient toujours... Ils sont érigés même en administration. Il y avait les com-zones, des gens qui étaient dans les zones. Et ils géraient comme ils voulaient. C'était deux États qui cohabitaient. Oui. Comme bon les semble, c'est eux qui géraient les zones où ils étaient. Et Gbagbo, il devait les payer et tout ça. Malgré ça, les enseignants grévaient, les médecins grévaient, les douaniers grévaient. La plupart des fonctionnaires en Côte d'Ivoire ont grévé sous Gbagbo. Gbagbo a réussi à discuter avec eux et à augmenter certains salaires. En plus, qu'il ait fait ça, Gbagbo arrive à rembourser la dette. D'abord, il rembourse une partie, 3 000 et quelques milliards. Il obtient le projet PPTE. Quand il finit tout ça, Alassane Ouattara vient au pouvoir. Qu'est-ce qu'il a subi plus que Gbagbo l'historien? Et en plus, Gbagbo a obtenu 500 milliards par an qu'on remettait à Alassane Ouattara. Parce que c'est lui qui a la chute du projet PPTE était en 2012, donc c'était sous son régime. Il y avait 500 milliards qu'il recevait. Qu'est-ce que Alassane a rencontré comme difficulté? Pendant 15 ans, il ne fait que prendre crédit par rapport à Gbagbo. 1. De 2. Alassane Ouattara, qu'est-ce qu'il fait avec l'argent qu'il prend, qui nous prouve qu'en réalité, voilà une difficulté qu'il a rencontrée quand il est venu au pouvoir. Par exemple, il prend un exemple simple. Quand Alassane Ouattara est venu au pouvoir, peut-être que l'hôpital de Cocody, le CHC était cassé, était détruit. Alassane est venu l'arranger. Ou bien un immeuble au plateau, ou bien 50 immeubles au plateau, ou bien 10 immeubles au plateau étaient cassés, il est venu l'arranger. Qu'est-ce qu'il a eu à rencontrer comme difficulté que depuis 15 ans, il ne fait que regretter les plans crédit? Or, je me souviens, il a dit que la dette, 6 000 milliards là, c'était impossible. Il faut nous dire, au regard de tout ce qu'elle se dit là, qu'est-ce qu'il lui a raconté comme difficulté que Gbagbo? Merci. Et je réponds. Ben, tu vois, dans tout mon argumentaire, là, je n'ai jamais cité le président Laurent Gbagbo, ça c'est un. Et puis, de deux, je ne vois pas en quoi tout ce que tu as cité là aujourd'hui aura un impact sur le vécu des Ivoiriens. Je pense, quand je montais, le débat était sur le fait que d'autres n'étaient pas d'accord avec la politique économique actuelle, ce qui est logique parce que ce sont des Ivoiriens. Et ils envoyaient des arguments en fonction de ça. Et ils se disaient qu'ils ont une inquiétude peut-être pour le futur. Et je pense que Nsang, quand il critiquait, il apportait des éléments. Il disait que, par exemple, pour lui, il n'est pas d'accord avec la méthode de concession du métro. Donc, il est en train de critiquer une politique actuelle. Ça, au moins, je pense que c'est plus productif. Mais de là à me ramener des choses de 2000 jusqu'à ce qu'on se retrouve aujourd'hui en 2010, réellement, sérieusement, je ne vois pas cet impact-là dans le vécu et le quotidien des Ivoiriens. Et dans mon argumentaire ici, je ne me rappelle jamais avoir condamné la gouvernance ou bien critiqué la gouvernance. Je peux continuer? Ce que j'étais en train de dire là, d'abord, vous étiez avec Oussou, vous étiez en train de discuter de l'exploitation du pétrole et de certaines choses. Moi, je pense qu'on est en train de regarder vers l'avant. Mais toi, tu es en train de me rappeler un bilan et tu veux que je me prononce dessus. OK, si tu veux, je vais te dire, OK, il n'a pas eu le choix, il a fait du mieux que ça peut. Ça va te plaire, tu vas aimer. Mais ça change quoi dans le vécu des Ivoiriens? Ce qu'on est en train de dire ici, c'est qu'il y a d'autres qui se plaignent de la redistribution des richesses. Et il y a d'autres qui disent, vous avez peut-être raison de vous plaindre, mais on pense que les choses sont en train d'avancer. Donc pour moi, c'est dans ce sens-là que moi je fais le débat. Je suis pas là pour comment on appelle ça, pour comparer deux types de gouvernance. Je suis peut-être là pour que d'autres viennent me dire, par exemple, si Ahmed Général me dit, nous on pense qu'avec le GPS, voici ce qu'on va faire, voici ce qu'on va faire. Et moi, je viens, je dis non, peut-être que si vous faites ça, ça ne va pas réussir. Ouais, c'est comme ça qu'on est en train d'avancer. Donc, je ne vois pas le lien de ta question avec le problème d'Alassane Ouattara. Maintenant, je suis pour te dire que les contingences, là, c'est parce que moi et puis toi, on voit seulement. Il y a ce qu'on ne voit pas, il y a ce qui est informel. Il y a beaucoup d'autres choses dans la gestion d'un État qui ne sont pas visibles. Ce que je suis en train de dire, et ça ne vient pas de moi. Ceux qui notent la dette
des pays là notent bien la Côte d'Ivoire. Ceux qui font les indices de perception de la corruption là notent bien la Côte d'Ivoire. Maintenant, si tu as d'autres éléments chiffrés, documentés, qui sont contre ces trucs-là, moi, je suis preneur. Ça fait partie du débat et puis c'est plus enrichissant. Donc, tu peux pas dire, en te basant sur le fait que tu trouves que l'autre a eu plus de difficultés, donc celui qui est là pour toi n'a pas eu de difficultés, donc devrait mieux faire. Alors que tout le monde qui fait mieux, c'est toi sur ta perception qui pense que c'est pas mieux faire. Et moi, pourquoi on avance dans le débat là? Allez-y dans les critiques actuelles et puis les perspectives futures. 2010 jusqu'à 2000 jusqu'à 2010 là, je ne vois pas en quoi est-ce que ça va apporter dans le quotidien. Monsieur Cheikh, c'est vous qui avez relevé le fait que M. Alassane Ouattara est venu critiquer la dette de la Côte d'Ivoire sous Gbagbo. Et vous-même, vous avez dit que il a dit cette dette-là est vertigineuse. Et on a dit, mais l'économiste a attendu, le docteur est arrivé au pouvoir. Il critique une dette d'un pays en crise. Il arrive au pouvoir. Joseph, tu es là? Celui qui était là a rencontré. Et vous me dites que ce que moi j'ai dit ne permet pas à la Côte d'Ivoire d'avancer et que ça ne sert à rien. Mais c'est que c'est dangereux. Parce que pour vous, un président qui vient prendre un pays qui est ouvert économiquement, un économiste, parce que si tu me dis les notations sont bonnes au niveau international, mais on a dit qu'Alassane Ouattara, il a relevé l'économie de plusieurs pays. Oui, c'est eux qui ont noté Alassane Ouattara, qui ont fait son CV. Et aujourd'hui, il vient au pays, enfin, en Côte d'Ivoire, il trouve un pays qui est ouvert économiquement, et mieux, un pays qui gagne 500 milliards par an, et toi, tu nous dis en quoi est-ce que sa gestion ou la gestion de son prédécesseur a un impact sur le quotidien des Ivoiriens. C'est dangereux. Pour moi, c'est un impact. C'est parce que l'autre a pu gérer avec toutes ces pressions. C'est ce qui nous démontre que celui qui est là n'est pas un économiste. C'est parce que l'historien a pu gérer un pays de cette manière, payer tous les fonctionnaires, nourrir tous les Ivoiriens, et mieux, rembourser la dette. Et que l'économiste vient, tu nous dis qu'il est venu trouver des difficultés. Quelles difficultés qu'il a trouvées par rapport à celui qui était là, qui a remboursé la dette, qui a nourri les Ivoiriens? Moi, c'est la question que je te pose. Parce que nous, ce que je vais te faire ressortir ici, c'est qu'Alassane Ouattara est une arnaque. Est une grosse arnaque pour les Ivoiriens. Parce que, avec tout ce palmarès, tout son CV bien garni, il n'a pas pu impacter, et même les 43 000 milliards, les 33 000 milliards qu'il a pris là. Qu'est-ce qu'il a eu à réaliser? Il faut nous dire ce qu'il a réalisé. Comme tu dis, on vient maintenant dans le cas actuel. Qu'est-ce qu'il a réalisé avec les 33 000 milliards qu'il a eu à prendre? Quand tu es l'envoyé dans la politique, lui il dit il n'est pas politicien, lui c'est un libre. Je peux lui répondre simplement. Non, je lui réponds, Mossad, une minute. Jojo, lui c'est pas politique aujourd'hui. Non, Mossad, je lui réponds en une minute. Jojo, il ne faut pas me faire dire ce que j'ai jamais dit. J'étais dans mon développement quand tu m'as arrêté et tu as dit que Ouattara avait dit que le président Ouattara avait dit que la dette ivoirienne était vertigineuse. C'est toi tu l'as dit et tu m'as posé une question dessus. C'est pas moi qui l'ai dit. Ça c'est un. De deux, j'ai jamais dit que la gestion actuelle là on ne doit pas critiquer. Non. Parce que si tu vois que je ne veux pas orienter le débat sur l'angle politique, là, je sais pourquoi. Et puis quand je t'ai dit qu'il y avait, le gars, il fait face à d'autres réalités. C'est toi, tu vois les réalités là en difficulté. Alors que par contre, les réalités là peuvent être des opportunités à saisir. Et dans ces opportunités là, il peut y avoir des dettes avec des coûts bas de remboursement. Pourquoi s'en passer si c'est possible? Donc, quand je parle des réalités du terrain, là, je ne te parle pas forcément des difficultés ou bien d'autres choses. On peut inclure les difficultés, mais on peut aussi inclure comment on appelle ça, les opportunités. Maintenant, quand toi, tu dis que c'est pas un bon économiste, ça, c'est ton opinion que je respecte, mais je pense que pour décerner le titre à une personne X ou Y, là, ce sont des universités qui le font.
Donc moi, j'ai beau venir dire ici que je suis un ingénieur, tant qu'une université m'a pas décerné ce diplôme-là, je n'en serai pas un. Donc toi, tu peux peut-être dire que c'est pas un économiste, ça je te le concède, mais l'université de Pennsylvanie voit pas la même chose. Et je pense que la voix de l'université de... Tu penses qu'Alassane Ouattara est un économiste? Le problème là, que moi je pense ou que toi tu penses, qu'est-ce que ça change? Ça change. Ça change rien parce que on n'a pas... Oui, mais on n'a pas l'habilité pour décerner si oui ou non quelqu'un est économiste. Tu n'as pas cette habilité, moi je ne l'ai pas. C'est un collège de professionnels d'université qui disent que quand tu finis tes études là-bas, ils disent que ils vont même pas te dire que tu es économiste, ils disent que tu as rempli les conditions pour qu'on t'accorde tel diplôme. Maintenant, après, ceux qui sont dehors sont libres de juger, c'est ce que tu es en train de faire. Mais ton jugement, là, ça n'aura aucun impact sur le fait que l'Université de Pennsylvanie lui ait décerné ce titre, sur le fait que le FMI l'ait embauché à 26 ans, sur le fait qu'il ait travaillé à la BCAO avec ce diplôme, sur le fait qu'il ait été Premier ministre en Côte d'Ivoire avec ça. Donc, ton point de vue, là, je pense pas que quelqu'un même qui reçoit de sa vie, là, que toi, ton point de vue sur son diplôme puisse être impactant. Donc, c'est pas là le débat. Orientons le débat, dis ce que tu critiques dans la gouvernance, et puis on avance. Il faut faire comme une sang. Monsieur Jojo, excusez, hein, parce que ce qu'il dit aussi, c'est intéressant, mais il y a des questions fondamentales, en fait, dans le fond. Parce que quand vous prenez le CV de monsieur Ouattara, et c'est aussi ça le danger, est-ce qu'aujourd'hui, de façon éthique, parce qu'on critique souvent certaines personnes qui n'ont pas forcément eu à avoir tout ce que vous avez cité là, BCAO, FMI et autres. Mais on a l'impression que ces gens-là sont plus efficaces. Tout à l'heure, je donnais le cas du Botswana. On n'a pas vu un gars du FMI. Hein. On a vu des gens dans une vision. Aujourd'hui, le Botswana se porte super bien que la Côte d'Ivoire en termes d'infrastructure. Est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin véritablement d'un économiste qui aurait fait, je sais pas, le FMI ou la Banque mondiale pour qu'on puisse... Je suis d'accord avec toi ensemble, parce qu'il y a des gens, même en Côte d'Ivoire, qui ont géré des sociétés, nos parents, des gens de les NIFA, Djabi et autres, qui n'ont pas fait de... Voilà, c'est des questions aussi, voilà. Oui, c'est pourquoi moi je dis à Jojo, avançons dans le débat. Tu es ivoirien, tu trouves que dans cette gestion-là, voici ce qui est opaque. Regarde, je te dis la vérité, ce qui rend l'opposition souvent amorphe, là, c'est qu'on discute sur des choses qui, pour moi, n'ont pas de sens. Aujourd'hui, là, tout le monde applaudit les Ibrahim Traoré, les Assimi Goïssa. Est-ce qu'ils sont issus d'Harvard? Que moi, je pense qu'ils soient compétents ou pas, là. Est-ce qu'ils font pas leurs preuves au sommet de l'État? Voilà. Ça, c'est un point sur lequel on est d'accord. Dire que le fait de dire qu'il n'est pas économiste, il n'a pas écrit des livres, là, ça n'attaque pas le quotidien des Ivoiriens. Avançons dans le débat. Non, excuse-moi, je vous écoute depuis un moment. À la différence, c'est que nous, on nous a vanté un économiste. Donc, c'est normal qu'on puisse se poser des questions. Puisque M. Ouattara, quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, tout le monde a dit que c'était un super économiste, un technocrate sorti de Harvard et tout ça, bon, du FMI et tout ça. Donc, c'est aussi normal qu'un Ivoirien puisse se poser des questions sur la véracité de tout ce qui a été dit. D'autant plus que quand on regarde la gestion, sa gestion de l'État en tant qu'un économiste, on ne voit rien d'un expert en économie. Donc, c'est aussi normal que certains Ivoiriens puissent se poser aussi cette question là-dessus, même si, effectivement, vous avez raison, ça n'apporte peut-être rien au débat, mais c'est aussi important de savoir, parce que quand on regarde ce qui se fait, c'est aux antipodes de ce qu'on nous a vendu quand même. Vous posez une question? Ben, allez-y. Vous avez écrit à l'Université de Pennsylvanie pour savoir s'il y a été diplômé et puis vous n'en avez pas répondu? Mais est-ce que vous m'avez compris? Non, mais ce que je suis en train de dire, c'est pas d'un œil qu'on décide si oui ou non telle personne est spécialiste dans un domaine. Je pense que ça... On juge une personne aussi qui est spécialiste dans un domaine sur les faits, sur comment il se comporte, comment il travaille. Si on parle d'un économiste, mais un économiste, là, on va le juger en économie, on va le juger sur sa gestion, sur comment il gère l'argent, parce que l'économie, c'est l'argent. Donc, on va le juger là-dessus, n'est-ce pas? Maintenant. Moi, je veux dire que votre jugement peut être subjectif parce que vous n'aimez pas la personne.
personne. C'est un exemple que je donne. Donc, ni vous ni moi n'ont l'habilité de déterminer la spécialité de quelqu'un. C'est pourquoi il y a des instituts indépendants qui notent les actions de la personne. On le juge au fait. Excusez-moi, si la personne même s'en vante en tant que qualité, parce que moi je sais que M. Ouattara lui-même, ce n'est pas caché, hein, lui-même s'en est vanté qu'il maîtrise ce secteur-là, que lui, en fait, le domaine qu'il allait vraiment prendre à cheval pour la Côte d'Ivoire, c'est le domaine économique. Il a dit, il a les carnets d'adresses, il a ce qu'il faut pour élever. Aujourd'hui, la question là que l'on se pose, parce qu'il ne faut pas qu'on aille un peu partout, on part dans tous les sens. Ceux qui soutiennent M. Ceux qui me soutiennent... Oui, excuse-moi, frère. Je vais juste m'arrêter là, puis tu vas renchérir. Ceux qui soutiennent M. Ouattara disent que M. Ouattara a travaillé. Moi, c'est ça, c'est ce point-là. Ouattara a travaillé. D'accord. Ouattara a travaillé. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'on ressent aujourd'hui, après 14 ans, le bénéfice de son travail-là dans la poche de l'Ivoirien? Parce qu'il y a effectivement, je suis d'accord avec vous, M. Cheki. Je vois aujourd'hui Moody's and Fitch, je vois beaucoup d'agences de notation qui notent la Côte d'Ivoire. Mais quand on note la Côte d'Ivoire, là, quelle est la répercussion? Parce que tout ce qu'on fait là, c'est pour l'homme. Hein. Les infrastructures, les hôpitaux, tout ce qu'on fait là, c'est pour l'homme, c'est pour le bien-être. Est-ce que les Ivoiriens aujourd'hui peuvent dire qu'ils ressentent ce développement-là dans leur poche? D'accord. Moi, pour enchérir, avant que tu vas répondre tout ensemble, pour enchérir, Ouattara s'est vanté ici, comme tu l'as dit en ces mots, qu'il était le directeur au FMI d'Afrique. C'est pas Afrique subsaharienne, hein, d'Afrique. C'est-à-dire, en d'autres termes, après Candesus, là, c'était lui. Il était presque le vice-président des FMI. Bon, un économiste de ce rang-là, champion, comme on dit, quand on produit l'argent, c'est pour en avoir plus, ou bien, et c'est pour vivre tranquillement. Bon, en tout cas, pour vivre dans un petit confort quand même. Parce que la somme de tout ça, là, il a travaillé là. C'est pour avoir une répercussion sur le quotidien des Ivoiriens. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate que la Côte d'Ivoire est jolie, peut-être si le plan infrastructurel, si je peux emprunter ces mots, mais la Côte d'Ivoire s'appauvrit sur le quotidien des Ivoiriens. Aujourd'hui, l'Ivoirien est inquiet. Il ne sait pas si demain il va manger, si demain il pourra trouver du boulot, si demain il pourra même payer ses factures. Parce que normalement, un pays qui produit de l'électricité, allons terre à terre, hein, qui produit de l'électricité, même qui en vend même l'excédent. Mais normalement, dans les pays pétroliers là, là-bas le pétrole est moins cher qu'ici. Parce qu'ils produisent à façon le pétrole. Mais nous on produit de l'électricité jusqu'à on en vend même. Mais pourquoi l'Ivoirien peine à payer sa facture aujourd'hui? Pourquoi l'Ivoirien ne peut pas avoir... comment on appelle ça, un climatiseur chez lui. D'ailleurs, M. Ouattara avait dit qu'il allait rendre le secteur compétitif. C'est-à-dire qu'il allait permettre voilà, que ces structures-là puissent appartenir à l'État pour créer la concurrence. C'est toi qui es pressé de me dire. La libéralisation du secteur. Monsieur Ahmed. Libéralisation du secteur, merci. Monsieur Ahmed. Oui. Monsieur Ahmed. Moi, je voulais vous poser une question. Vous et monsieur Insan avec Étoile. Est-ce que le fait de demander que M. Gbagbo Laurent, étant historien, avec tous les péripéties qu'il a connues dans son gouvernement, dans sa gouvernance, il a pu purger la dette et il a donné un pays au vert à Alassane Ouattara. Et qu'Alassane Ouattara, l'économiste, aujourd'hui nous a mené à une dette à ce niveau. Est-ce que cette question-là, elle est politique ou bien elle est d'ordre économique? Jojo, on l'a dit, c'est pas politique. Toi, tu es tellement politique. Non, c'est pourquoi nous-mêmes on ne se base pas sur ça, parce que c'est comme tu es en train de faire une comparaison. Tu es en train de comparer des hommes politiques. C'est pourquoi nous on dit, bon, faisons fin fi de ça même. Considérons que le président Gbagbo il a échoué. C'est pas grave. Puisque c'est pour ça, Ouattara s'est battu pour qu'il ne soit plus président. Parce que selon lui, il avait échoué. Les Ivoiriens devraient avoir des logements et les Ivoiriens n'ont pas. Il a dit même qu'il avait fait comme les États-Unis. Le logement social, normalement, ça devrait être un droit en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, tout artisan ou employé, bon, du prolétaire quand même, qui pouvait avoir 50 000 francs ou 25 000 francs par mois, normalement, tu devrais avoir un logement en Côte d'Ivoire. C'est ce que Ouattara a dit. C'est ce qu'il a dit. Et il a dit si 25 ans, en raison de 25 000 francs par mois. Donc, général, ça coûte tes 100 € là.
C'est à cause de C'est cette pas partie-là. pour ça. Moi, j'ai donné mes 100 € parce que j'ai dit qu'avoir un tel personnage, un tel individu, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire qui a du potentiel comme ça, j'ai dit, mais les Blancs, ils vont immigrer chez nous. Ils vont prendre visa pour aller chez nous. Est-ce que nous, on va sortir même? C'est pour ça. Moi, je me suis dit que notre... Général, Oui, pardon, il répond oui. vite. Ah, tu avais dit que j'allais répondre, je vais répondre vite et puis on va Non, je avancer. n'ai pas fini mon interrompu. Attends, donc j'allais dire, pourquoi diantre les Ivoiriens continuent de souffrir à payer une maison, à payer les factures? Pourquoi, alors que le pays là est lancé économiquement, alors que le pays a de l'argent, alors que le pays est plus riche qu'hier, mais pourquoi diantre? C'est la partie là, je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre pourquoi les Ivoiriens continuent de pleurer, ils continuent d'aboyer, de nous boucher les oreilles, que la vie est dure en Côte d'Ivoire. Alors qu'on a un pays qui est en plein essor économique. Hein? C'est la partie là, moi je n'arrive pas à comprendre jusqu'ici. Jojo est descendu. Je répète encore, que le président Ouattara se soit vanté ou pas, là, c'est pas ça le problème. Il est gouverneur honoraire de la BCEAO. Je pense qu'à la BCEAO, là, c'est des économistes qui travaillent là-bas. Et le poste qu'il a occupé au FMI, là, avant lui, aucun Africain ne l'avait occupé. Je pense que... Si non, mais je pense que, M. Cheki, vous faites une fixette sur ça. Nous, on n'a pas de problème avec ça. Maintenant, le problème se situe où? Le problème se situe sur, comment je veux dire, je sais pas moi, le résultat. On ne discute pas de ça. Il a été dans les institutions, tout ça, là, ça, c'est pas un problème. Mais au niveau de sa gestion, là, ça ne démontre pas à suffisance que c'est un économiste qui est à la tête de notre pays parce que non, il allait nous démontrer ça. C'est pas à toi de nous dire ça. Parce que cette rhétorique-là, c'est pour escamoter le débat. M'a interrompu. Ahmed, tu avais il va te prononcer en long et en large même parce que nous, on a besoin de ça. On a besoin de savoir cela. En quoi est-ce que Ouattara serait un économiste chevronné? Parce qu'on le voit au pied du mur. On voit à l'aune de ces 3 mandats-là, on a vu que champion, il y a un problème. Il faut nous dire la partie qui n'a pas marché, là, ou bien ce que nous, on ne comprend pas là. Il faut nous éclairer, pardon, s'il te plaît. Il te laisse la parole. Okay. Personne ne va t'interrompre encore. Oui, je reviens d'abord sur le fait que votre perception du fait que selon vous, quand vous voyez le pays là, ça veut dire que c'est pas un économiste qui est à la tête du pays là. Cette perception là, elle est subjective. Parce que toi, madame, vous pouvez le dire, Ahmed peut le dire, mais moi, je peux avoir une approche qui est différente de vous. Et donc, pour nous départager là, on prend quoi? On prend des gens qui sont externes. C'est pourquoi quand tu as une entreprise, Ahmed, toi, tu travailles dans une entreprise, quand vous définissez les tâches et puis les résultats, vous-même, les employés, là, vous pouvez dire que oui, on a produit un bon résultat. Mais souvent, qu'est-ce que les actionnaires de l'entreprise font? Ils prennent des auditeurs. Les auditeurs, là, c'est des gens qui sont externes à votre entreprise pour vous noter. Et donc, là, aujourd'hui, là, ni vous ni moi avons la capacité de juger de la performance économique d'un pays issu de la gestion d'un homme. Pourquoi? Parce qu'on a des connaissances limitées. On peut voir notre perception là, elle peut ne pas être la bonne, elle peut être biaisée. Maintenant, ceux qui analysent là, utilisent des indicateurs et en fonction de ces indicateurs là, ils produisent des résultats. Donc, autant les mêmes instituts qui nous notent abaissent la note de la France et augmentent la note de la Côte d'Ivoire, on ne peut pas dire qu'ils sont dans du favoritisme. Autant les États-Unis disent, conseillent à leurs ressortissants que si vous voulez aller en Côte d'Ivoire, c'est pareil que si vous voulez aller en France en termes de sécurité. Ça c'est sur leur site. On ne peut pas dire qu'ils font du favoritisme à la Côte d'Ivoire. Non, ils vont pas s'amuser avec la vie de leurs ressortissants. Donc, je prends ces exemples-là pour vous dire quoi? Qu'il y a des indicateurs, il y a des baromètres qu'on utilise. On va pas réinventer l'eau chaude. C'est pas parce que le général Ahmed dit sur TikTok que pour lui, la gestion de la Côte d'Ivoire est catastrophique. Le peuple ivoirien se meurt de faim, qu'on va prendre ça pour parole d'évangile. Non. C'est pas parce que Cheki aussi dit que la gouvernance se porte bien qu'on va prendre ça pour parole d'évangile. Non.
pour nous départager là, on prend les spécialistes dans le domaine, c'est eux qui nous diront que oui, en fonction de ça, en fonction de ça. Et quand tu regardes la progression aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on dit que la classe moyenne s'est accrue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre de personnes qui ont eu un niveau de vie qui s'est élevé là a commencé à accroître. Maintenant, on peut dire qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Mais le problème, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, là, moi, je prends juste les grandes lignes. Aujourd'hui, là, en termes de notation financière et en termes de I2, la Côte d'Ivoire a tiré plus d'I2 que beaucoup de pays d'Afrique. Ça, c'est déjà bon pour un État, mais ça tombe pas du ciel. Ça vient parce que vous étiez en train de parler du pétrole, combien gagne la Côte d'Ivoire et tout ça. C'est là que moi, je commençais à écrire en bas. Allez-y, le contrat de Eni avec la Côte d'Ivoire, là, c'est disponible sur Internet. Le code minier de la Côte d'Ivoire a été revisité en 2016. Ce sont des données qui sont disponibles. Le RHDP, même dans son livre bilan, a dit ce qu'il a eu à faire. Maintenant, c'est à vous d'aller creuser, pas de faire des spéculations, bien sûr, mais d'aller creuser et puis de venir nous donner des résultats contraires. Donc, le fait de Mais monsieur Cheki, vous nous demandez d'aller creuser là-haut. Allons doucement, allons doucement. Quand il nous dit... Général, je voulais juste placer ça et puis je me tais, je ne parle plus. Mais quand vous nous dites que c'est à nous d'aller creuser là, logiquement là, tout ce que vous dites, les chiffres et tout ça là, la logique aurait souhaité qu'on puisse voir cela, cet impact-là sur la population. Parce que normalement, tout ce qu'on fait là, tout ce que vous mettez, tous ces mécanismes-là, c'est pour que ça puisse profiter au peuple. Mais tout ça là, on ne voit pas ça dans la vie des Ivoiriens, dans le quotidien des Ivoiriens. Donc on ne va pas aller creuser. On se limite juste à regarder l'impact que ça a dans la vie du quotidien d'un Ivoirien. Pourquoi on va aller creuser encore? Puisque normalement là, quand on parle de IDH là, c'est l'indice de développement humain, c'est l'impact que toutes les réformes ou toutes les décisions qu'on prend au niveau étatique puissent avoir sur la population. Donc, on va aller creuser quoi encore, frère? Bon, moi, je rajoute. Monsieur Cheki, je vais vous poser... Attendez 2 secondes. Bonsoir tout le monde. Désolé de vous... Bonsoir, moi j'ai lu... Monsieur Cheki, attends 2 secondes. Je vais poser une question générale. Monsieur Cheki, depuis tout à l'heure, je vous écoute, mais je vous trouve vraiment incroyablement fastidieux. Je vais vous dire une chose. Là, nous, on est gentil de parler de 10 ans ou de 15 ans de gestion. Sinon, tout à l'heure, vous-même, vous avez reconnu que monsieur dont on parle a géré notre pays depuis les années 90. Normalement. Donc, depuis les années 90 jusqu'en 2025, on est juste en train de vous dire qu'on vit moins bien que même dans les années 90. Et ça, vous n'allez pas nous dire que c'est pas factuel. Que le nombre d'Ivoiriens a augmenté ou pas, c'est pas le problème. On a les ressources, on a tout ce qu'il faut. Mais ça ne se voit pas dans la vie au quotidien. Vrai ou faux? Et là, on vous parle de la majorité, on vous parle pas de la minorité, on vous parle même pas de partis politiques. On vous parle pas d'un clan. On ne va pas parler des minorités, on vous parle pas d'un clan. Hein. Depuis tout à l'heure, vous tournez en rond, vous répondez à peine aux questions. On n'est pas en littérature, on vous parle d'économie. 1 + 1 = 2. Il a foiré. Quand vous dites à monsieur Jojo tout à l'heure que vous aimeriez que on se débarrasse du passé et vivre dans le présent et aller dans le futur en même temps, on a du mal à vous comprendre. On peut pas faire fi du passé. Monsieur Ouattara est comptable de la gestion de la Côte d'Ivoire depuis les années 90. C'est lui qui a laissé les dettes, les différentes dettes dont il a parlé par la suite. Il a bien gouverné sous Houphouët. Oui ou non? C'est encore lui qui s'est débarrassé de Bédier. Oui ou non? C'est encore lui qui s'est débarrassé de M. Gbagbo parce qu'il, justement, dans son narratif, c'était que la partie économique était soi-disant pas bonne. Mais au jour d'aujourd'hui, on fait un constat en tant que citoyen ivoirien. Et là, c'est une majorité d'Ivoiriens. Pourquoi vous faites abstraction depuis tout à l'heure? Pourquoi vous voulez nous faire croire et vous rentrez dans des ratios, dans des indices et ainsi de suite? On sait très bien ce que c'est.
Est-ce que oui ou non, actuellement, le SMIC ivoirien n'est que à 80 000 francs CFA? Oui ou non? Vous allez trop loin. Et ça là. Non, moi j'ai une motion, s'il vous plaît. Non, franchement. C'est fatigant, les gens du Ça devient de la surinformation parce que Étoile a posé une question. Attends, moi j'ai pas Ahmed dit il a une question. Non, moi j'ai pas posé de questions. Moi j'ai pas posé des questions. Moi je vais parler de l'indice humain. Tu as parlé de l'IDH. À peine je vais répondre, Ahmed dit qu'il a une question. Non, j'ai pas posé de questions. Quand je parle de l'IDH là, c'est parce que normalement quand on fait l'économie ou quoi que ce soit là, c'est pour que ça puisse impacter directement la vie. Madame, allez-y, lire le rapport de l'IDH, la progression que la Côte d'Ivoire fait dans l'IDH. Mais tu parles de progression de chiffres. Moi, je te parle de quelque chose de concret. On ne voit pas ça dans la vie des Ivoiriens. Moi, je ne vous comprends pas. L'IDH, on le mesure avec quoi? C'est pas avec des chiffres. Tu as posé une question. Mais les chiffres ne sont pas en déphasage avec la réalité. Attends d'abord, vous allez loin. Il a posé une question. Attends 2 secondes, général. Il dit c'est à nous d'aller voir. C'est à nous d'aller voir si la Côte d'Ivoire, si la santé travaille bien ou pas. Non, mais a été ou pas. Maintenant, nous, on revient pour te dire, champion. C'est parce qu'on a vu ça. On a vu que nos hôpitaux, on ne peut pas se soigner. Quand l'Ivoirien, il a la peur au ventre d'aller à l'hôpital. Parce qu'il sait qu'il ne sera pas pris en charge. Mais Ahmed, c'est pas l'Ivoirien. C'est pas l'Ivoirien. Ouattara lui-même, il a peur de se soigner dans les hôpitaux. Tu l'as déjà vu dans quel hôpital en Côte d'Ivoire? J'allais venir. Toi, t'es pressé. Il est tous les jours dans les hôpitaux en France et tu nous parles d'autre chose. Vous pérorez que Ouattara a construit des hôpitaux en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, quand Diallo vient nous dire en mondo vidéo, sans trembler, sa bouche ne tremble pas quand elle dit qu'elle a signé une convention avec Corsair, la compagnie comment on appelle, d'aviation là, hein, qui fait le COS là. Elle dit que son staff a signé, tous ces ministères là ont signé avec cette compagnie là. Et là, il peut venir se soigner à l'hôpital américain ici à Ney, ici là, à côté de moi ici là. Il peut venir se soigner. D'où nos hôpitaux ne sont pas des hôpitaux de référence. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est des mouroirs, c'est des hôpitaux à risque. Toi, tu entends ça, hein? Tu entends ça. Toi, tu me dis... Non, mais Ahmed, je vais te laisser continuer, mais je vais juste dire un truc. Les gens qui vont aller se soigner là-bas, là, c'est pas des Ivoiriens. C'est des gens qui sont dans un nouveau pays qui s'appelle RHDP Land. Donc, ce n'est pas des Ivoiriens. Nous, les Ivoiriens, on est en Côte d'Ivoire. Ce que quand Camara a parlé d'eux... Oui, mais on ne tombe pas malade. Nous, on ne tombe pas malade, hein? Non, nous, on ne tombe pas malade. On n'a pas dit qu'il n'y a pas de malades en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de malades en Côte d'Ivoire. Vous êtes rentré. On ne dit pas RHDP Land. Mais oui, c'est Dramanistan. Mais oui. Je peux répondre maintenant. Ahmed, attends. Chéki, que les gars qui vivent... Vous pouvez répondre. Mais c'est habituel. Oui. Il me dit que les gens qui vivent à Dubaï là, et ils doivent aller voir les archives, les bilans des choses, comment on appelle ça, de leurs gouvernants, pour savoir si le pays est bien. Non, ils n'ont pas besoin. Ils sont assis chez eux, ils savent. Ils savent. Quand ils vont dans les banques là pour en faire des emprunts pour créer une entreprise là, ils ont des aides. Il n'y a pas de problème. Ils n'ont pas de problème de logement et autres là. Quand ils vont à l'hôpital, ils sont pris en charge. 100%. Ça, on n'a pas besoin d'aller fouiller pour savoir si ton quotidien s'est amélioré, si le président a bien géré ton argent, s'il a régénéré de l'argent, quand il va déposer ton CV quelque part. Mais si tu as les compétences, on te prend tout de suite. On n'a pas de difficulté avec ça. Ça, là, on n'a pas besoin de passer un bac pour comprendre ça, champion. Ça, là, c'est de là à là, en même temps. On ne va pas très loin pour comprendre ça, que le pays est bien géré ou bien c'est mal géré. Parce qu'il y a des indices qui donnent ça. C'est-à-dire, quand il veut créer une entreprise, parce qu'on sait que l'État ne fournit pas autant d'emplois, c'est dans le secteur privé que... Voilà, on sait que le pays est prospère. Vraiment, quand tu crées ton entreprise, tu es pris. Les entreprises privées, là, ils emploient. Et puis, les gens sont bien payés. Tout le monde est content. Quand tu vas dans les hôpitaux, tu sens que ton pays a investi là-bas. Parce que tu n'as pas la peur au ventre. Au contraire, même toi-même, tu prends souvent de faire un malin plaisir, d'aller même embêter les médecins là-bas pour dire non, tu veux faire un bilan même de santé. Tu n'as rien, mais tu dis on ne sait jamais. Voilà, parce que tu crains rien. Donc d'autant plus que se faire soigner en Côte d'Ivoire, c'est un droit et c'est constitutionnel.
Mais aujourd'hui, les ministres, ils n'ont même pas Ahmed, honte. finalement, il répond à quel moment? Non, finalement, j'ai fini pour dire quoi? Les indices sont là, les preuves sont là, on n'a pas besoin d'aller les chercher. Il n'y a qu'à regarder les Ivoiriens seulement. Et dans les secteurs que j'ai cités là, pour voir ça, pour dire que la Côte d'Ivoire n'est pas prospère. C'est vrai qu'ils nous volent en justifiant leur vol là par ces infrastructures que tu vois là. Mais, s'il te plaît, on n'a pas fait une guerre en Côte d'Ivoire parce qu'il y avait un déficit d'infrastructures. Encore moins que la Côte d'Ivoire était moins développée que ce développement qu'on a aujourd'hui. On n'a pas pris les armes en Côte d'Ivoire parce qu'il y avait un problème de développement. Il y avait un problème politique en Côte d'Ivoire. Il n'y avait même pas un problème économique même. C'était un problème politique. Parce que économiquement, la Côte d'Ivoire, je ne dirais pas qu'elle était plus riche hier qu'aujourd'hui, mais elle n'était pas non plus pauvre. Voilà. C'est ce qu'on essaie de vous dire tous les jours. Bon, est-ce qu'on peut laisser Cheki aussi s'exprimer parce que je pense qu'on l'a accablé ou on l'a Non, attends. Non, on l'a pas bombardé. Vous êtes dans le même groupe là. Non, on l'a laissé parler. Vous êtes dans le même groupe là. Non, Étoile, je suis pas d'accord avec toi parce que, écoute ma chérie, depuis tout à l'heure, moi j'écoutais, depuis tout à l'heure j'écoute. Et Cheki, il est en train de jouer à l'anguille. Il se croit dans l'eau ou dans la rivière ou dans le marigot. Toutes les questions qu'on lui pose, il essaie d'édulcorer la situation. On est tous ivoiriens, d'accord? On a dépassé tous 30 ans ou 35 ans. On va vers autre chose au jour d'aujourd'hui. Donc, qu'il arrête, qu'il soit factuel. On veut bien discuter avec toute personne, quelle que soit politique, apolitique et tout. Mais et depuis tout à l'heure, il essaie de dissocier, entre guillemets, M. Ouattara de la politique. Mais il se fout de qui? Monsieur Ouattara est la politique. Pourquoi depuis tout à l'heure ces réponses c'est non, je veux pas mélanger la politique avec je sais pas quoi. Mais là ce panel c'est un panel quoi? S'il te plaît. Pardon? Bon, ok, excusez-moi. Non, attends, Monsieur Diaz Dumont. Il y a Monsieur Blessing aussi qui est là, qui demande à ce qu'on fasse tourner le panel. Donc oui, voilà, à ce niveau-là, mais il faut qu'il reconnaisse qu'on parle politique. Monsieur Ouattara est politique. Il n'est pas apolitique. Je réponds et puis je me mute. Juste 2 minutes. C'est bon? Oui, allez-y. Okay. Vas-y. Étoile filante, vous aviez dans votre argumentaire dit que pour vous, il faut tenir compte de l'IDH. Et quand moi j'ai ressuscité et j'ai dit qu'on a fait des bons en IDH, vous dites que les chiffres ne reflètent pas la réalité. Il n'y a pas de problème, je vous le concède. Maintenant, pour l'autre dame, je serai factuel quand je